Bon, il y a du nouveau, hein. Alors je commence toujours par la chanson d'encouragement pour booster le mental, le moral de mon président élu Maurice Kamto. Alors pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, faites un tour de partage, invitez le maximum de personnes. C'est votre frère Bertie Le Kabé, Thierry T, bienvenue, Alidja Yaoro, bienvenue, Luis Osassou. Salut, identifiez les autres, invitez le maximum de personnes et faites un tour de partage. Salut, salut à tous et à toutes. Alors, comme d'habitude, Oliwata de Kamto Nogotaya. Oliwata de Kamto Nogotaya. Oliwata de Kamto Nogotaya. Oliwata de Kamto Nogotaya. Il y a le jujube et l'arbre de paix. Il ne se fatiguera jamais. Kamto Nogotaya. Je préfère parler de jujube et d'arbre de paix. Parce que quand il parle de Holy Water, l'eau bénite, j'ai comme impression que ça fait référence à l'eau bénite des chrétiens. Je n'en suis pas un. Je suis traditionnaliste, initié au culte ancestral endogène au continent africain. Rien à voir avec les religions importées qui ont imposé un rythme infernal à notre continent et d'ailleurs continue. Alors, non, je recommence encore. Mon président élu, non. Président élu. Oliwata de Kamto Nogotaya. Oliwata de Kamto Nogotaya. Courage à toi, président. Je sais que c'est pas facile. Bon, je vais commencer le live. Je vais aller très vite et je vous invite à partager, inviter le maximum de personnes possible. Bon, il y a du nouveau, hein. Il n'y a plus que désormais le vert, rouge, jaune avec une étoile jaune au milieu. Mais il y a le rouge, noir et vert. Qui peut me dire c'est quoi le drapeau? Qui peut me dire c'est quel drapeau celui-là, le nouveau? De temps en temps, je change la décoration ou je modifie quand même des petits trucs. Mais je ne le fais pas pour rien. Il y a un but derrière ça, voilà. Qui peut me dire c'est quoi, c'est quel drapeau celui-là? Donc, on continue en espérant que quelqu'un donnera la réponse en commentaire. Salut, bienvenue, partagez, partagez, partagez. Bon, je viens de voir un live du frère de combat, qui reste mon frère d'ailleurs, Marc Seigneur Ivoire. J'ai vu son live tout à l'heure. Bon, je ne suis pas sûr de faire pareil que lui qui a demandé 1 minute de silence et envoyer le maximum de cœur pour Madame Germaine Aïdjo qui est partie. Ce que je vais faire, je sais pas trop, mais bon. Je ne ferai pas comme lui en tout cas. Mais je dirais RIP. Bon. Parce que c'est un être humain. Partagez le live. Je vous donnerai mes raisons. De toute façon, l'oubli est quelque chose de fatal. Quand on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre. Je ne pense pas personnellement. C'est une maman comme une autre. Mais quand je vois des gens qui tombent dans une sorte de
compassion et parfois même sans fondement, parfois aussi dans l'hypocrisie, je me dis que quelque part, les gens n'ont pas toujours compris comment ces choses-là fonctionnent. Ahidjo, au même titre que Biya, est un assassin, est un criminel. Il faut que ça soit clair dans la tête des Camerounais. Même si beaucoup essaient de faire croire que non, à son époque, le Cameroun était encore mieux. Le Cameroun, il y avait des entreprises. Le Cameroun, c'était beau. C'était beau sur le sang de 800 000 Bamileke. Sans compter les 50 000 à 58 000 en pays Bassa. Il faut bien comprendre ça. Donc ceux qui sont dans la compassion, parce qu'ils sont dans l'émotion, je n'entre pas dans ça. Je rappelle, je ne suis pas historien. Comme beaucoup m'appellent historien, je ne suis pas historien. Mais je suis féru d'histoire. Je suis passionné. J'adore l'histoire de mon continent, pas seulement du Cameroun. Je suis à l'aise quand je parle de l'histoire du Cameroun, pareil que je peux être à l'aise quand je parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pareil que je suis à l'aise quand je parle de l'histoire de l'Afrique du Sud. Jusqu'au Kenya, jusqu'au Zimbabwe. Je peux en parler, je suis à l'aise pour parler de ça. Moi, j'ai d'ailleurs un ami, un collègue de service très proche de cette dame qui m'a proposé il y a 1 an aujourd'hui d'aller lui rendre visite. Parce que son domicile, hein, c'est pas Sénégal, le domicile c'est dans le sud de la France. Qui demandait, non, il faut qu'on aille lui rendre visite. Je lui ai dit, moi, je n'irai pas rendre visite à une dame qui était à l'époque installée au palais présidentiel et qui servait du caviar et du bon vin à son mari quand il appelait au téléphone pour donner l'ordre à ses soldats de massacrer mes ancêtres. C'est une trahison pour moi qui suis Bamileke. C'est une trahison pour le peuple camerounais dans sa globalité, parce que les Bassa ont aussi vécu cette même horreur dans le massacre qu'il y a eu partout en pays Bassa. On a connu une certaine Irène Biya dont tout le monde parle en bien jusqu'aujourd'hui, qui n'était pas présidente de la République, mais qui avait une influence, un impact, elle avait une influence positive sur son mari. Je dis bien une influence positive. Les grands présidents que vous voyez en Afrique, il y a beaucoup de présidents qui ont des femmes de fer, qui influencent positivement leur mari. C'est le cas de Madame Gbagbo. C'est le cas de la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame. C'est le cas de plusieurs dames qui ont brillé dans l'histoire de l'Afrique, pas en tant que présidente de la République, mais en tant que première dame. Il y a eu des premières dames incroyables dans l'histoire de notre continent, des femmes qui ont bossé, des femmes qui ont fait un travail. Vous pouvez mettre des rips, vous pouvez raconter c'était une héroïne. Elle était une héroïne pour vous qui ignorez l'histoire de votre continent. C'est vous qui ignorez l'histoire de votre pays. Elle aurait pu impacter, influencer positivement son mari à faire peut-être des choses. Je rappelle que même dans le Nord Cameroun, le Grand Nord Cameroun, Ahidjo n'était pas aimé. Je dis bien dans le Grand Nord, il était détesté dans le même Grand Nord. C'est-à-dire que le régime a fait le même travail et ce même travail-là continue. Ça continue, c'est-à-dire que ceux qui sont de la plus basse extraction sociale dans le Grand Nord, comme Ahidjo par exemple, qui n'est qu'un pauvre enfant, son père, qui est un pèlerin malien de passage au Cameroun, fait un enfant avec sa mère, il s'en va et par la suite, il y a un monsieur nigérian qui le récupère, qui l'adopte, qui l'éduque. Il vient dans le sud, notamment Yaoundé et tout. Il a un travail après avoir fait ses études, il est postier, il commence et tout, sa petite carrière et tout. Et quand il entre en politique, il rencontre des personnes qui ont déjà une avance sur ce terrain-là. C'est le cas de André-Marie Mbida, qui va l'initier en politique et qui va le faire grimper d'échelon progressivement, avec qui, je ne dirais même pas travailler, il va apprendre auprès d'André-Marie Mbida.
qu'il va par la suite lui-même le mettre en prison, jusqu'à ce qu'il devienne aveugle et tout, jusqu'à ce qu'il meure. Après, il est devenu un légume complètement. Le même Ahidjo était au pouvoir. Ce qui l'intéressait, c'était quoi? Son pouvoir d'abord. Il y a eu un Ahidjo par la suite qui avait commencé vers la fin de son règne. C'est d'ailleurs ce qui va accélérer sa chute. Vers la fin de son règne, il commençait à prendre conscience et voulait changer les choses. Et c'est à ce moment que la France invente un cancer imaginaire. On l'éloigne du pouvoir pour mettre quelqu'un de docile qui est Paul Biya. Mais il ne faut pas oublier quand les gens se plaignent, c'est ce que Biya veut aujourd'hui par exemple. Biya veut aujourd'hui quoi? Il veut les obsèques nationales. Il sait qu'on va faire les obsèques nationales. Mais dans un pays sérieux, que Ahidjo ait été bon ou mauvais, il y a quelque chose à faire. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises. Il faut un cérémonial de dignification dans tout le Cameroun. Qu'on fasse retourner le corps d'Ahidjo, même si lui-même de son vivant avait été à l'origine du massacre de ses amis politiques ou de ses maîtres d'hier. De 55 à 71, il fait son hold-up à partir de 58, évidemment avec la complicité de la France, qui l'installe d'ailleurs. Il y a eu une fausse élection et tout, et les spécialistes qui étaient descendus sur le terrain à l'époque pour enseigner au peuple camerounais qui était nouvellement entré dans la politique, si vous voulez, la politique des Blancs, qui était quelque chose d'étrange à l'époque. Il y a des spécialistes partis de France dont le métier c'est d'apprendre aux gens comment frauder. Y compris le grand-père, l'un des spécialistes d'ailleurs, le grand-père qu'on appelait Jean-Jacques Kosciusko. dont la dame, la raciste là, qui criait en France récemment en disant que la France est un pays de blancs, alors qu'elle est elle-même, elle n'est pas française. Kosciusko Morizet, Nadine. Je sais pas, c'est pas Nadine, Kosciusko Morizet. Jean-Jacques Kosciusko, son grand-père, était au Cameroun à l'époque. Ahidjo va monter, il va prendre le pouvoir. Il va faire ce qu'il va se taire parce qu'il est question de protéger ses propres intérêts. Et on va massacrer dans le Grassfield, dans l'Ouest Cameroun notamment, 800 000 personnes. Pendant qu'il est au pouvoir, ce qui l'intéressait, c'était son pouvoir. Et la même dame était à côté, elle servait du caviar et du bon vin, Ahidjo mangeait, il buvait bien. Il donnait des ordres aux militaires, allez tirer. Et quand on parle des Blancs, des Français, il est important de rappeler que il n'y avait pas plus de 20 Français en pays bamileke. Peut-être que même dans tout le Cameroun, pendant cette période, il n'y avait pas, si on voulait bien compter, il y avait quelques Français qui y vivaient, quelques prêtres et tout, mais ils n'étaient pas nombreux. Hein. Mais ceux qui étaient des administrateurs coloniaux et qui, pour certains, étaient engagés sur le terrain, sur les fronts, par exemple, dans l'Ouest Cameroun, il n'y avait que 18. Comment se fait-il qu'il y ait eu tous ces massacres? S'il y a eu tous ces massacres, c'est justement parce qu'il y avait des valets, c'est-à-dire des nègres, des soldats qu'on avait ramassés du Grand Nord, qui sont des musulmans, en leur disant allez massacrer les autres qui sont chrétiens. Ils ne sont pas comme vous, ce ne sont pas vos frères. On les dope, on les trompe, on leur raconte des histoires. On dit allez tuer. Vous êtes aux ordres d'Ahidjo, aux ordres de la France. Lui, Ahidjo, obéit tout simplement. Il obéit parce qu'il veut garder son pouvoir. C'est ce qui l'intéresse. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui ont été emprisonnés. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui ont été assassinés. Et de temps en temps, il se cachait dans son village là-bas au nord pour avoir un semblant de sécurité. Parce que même dans le Grand Nord, il n'était pas aimé. Même dans le Grand Nord, il n'était pas d'accord avec ceux qui étaient nordistes, non musulmans. Il faut connaître ça. Il ne faut pas prendre des gens pour des héros. Avant mon émancipation intellectuelle, il y a quelques années, moi-même, je pensais que les Houphouët-Boigny étaient des héros. Je pensais que Muammar Kadhafi était un dieu. Muammar Kadhafi a été un héros pour son propre pays, la Libye, qu'il a sorti des griffes de l'Italie et de l'Angleterre, qui avait pris toutes les terres, qui avait des bases militaires et tout, à cause à l'époque
du roi qu'on appelait Idriss Al-Senoussi, qui avait d'ailleurs un passeport italien et fier, qui avait, franchement, il avait livré le pays. Muammar Kadhafi a fait des réformes. Il a bâti son pays, il a construit son pays, mais il a installé des discriminations au sein de son propre pays. Première erreur en nommant son pays Jamahiriya libyenne arabe. La Libye n'étant pas un pays arabe. À peine 5 millions d'habitants en Libye. Il y a des Libyens noirs, charbon plus noir que toi et moi. Que vous et moi. Plus noirs. Mais ils ont mis pays arabe. Quel manque de respect. Comme ils disent République arabe d'Égypte. Une grosse insulte. Alors qu'il y a des millions de noirs dans ces pays. Ils n'ont du respect pour personne. Ils ne respectent personne. C'est leur islam qui doit s'imposer. C'est la culture arabe qui doit être dominante. Tous les autres sont des sous-hommes qui doivent obéir à une civilisation entre guillemets dominante, qui est celle arabo-musulmane. Il a installé un désordre et des discriminations dans son propre pays. C'est pour ça que lors de sa chute, les mécontents étaient partis d'où? Les mécontents étaient partis du camp lors des premières frappes et tout, les insurgés venaient du camp de ceux-là qu'on appelait les mécontents. Je vois donc des Bamileke qui sont là, qui crient que ouais, la femme d'autrui va être enterrée au Sénégal. Sa propre fille, hein, je crois que c'est Adjara ou c'est quoi, Aïdjo. Sa fille travaille avec Paul Biya. Vous avez pitié des gens. Sa fille travaille avec le régime. Elle bat la campagne pour Paul Biya. Donc il faut demander pourquoi sa propre fille elle-même est en train de travailler avec le dictateur qui a accéléré la mort de son propre père. Elle travaille avec Paul Biya. Pareil que on appelle Daniel, je crois, le fils de Oumiobe, bat la campagne pour Paul Biya. Oumiobe qui est mort pour la France, pour le Cameroun, qui a refusé, qui s'est sacrifié pour son peuple. Évidemment, Manvenapte, il faut bien comprendre. Donc, si vous ne faites pas ce travail profond, vous allez toujours être là à vous agiter. Si elle est partie, je crois qu'elle avait 91 ans, elle a fait son temps et tout. Je ne vois pas pourquoi il faut une grande séance où il dit aux gens il faut faire 1 minute de rythme et envoyer bombarder les cœurs. C'est pour ça que pour la plupart, il dit tout. Vous êtes des gros ignorants en ce qui concerne votre histoire. Et je vais faire pression sur ceux-là, sur plusieurs idiots qui sont sur la toile, qui font des lives en désordre comme je vois. Je ne m'adresse pas à une seule personne ou à deux. Hein. Je parle dans la globalité. À aller chercher, à aller apprendre votre histoire. C'est pour ça qu'on vous piétine. Je ne vois pas un enfant de... Je ne vois pas si par exemple... c'est Aïdjo par exemple, c'est à lui que c'était arrivé d'être renversé, d'être tué comme ça brutalement. Ou bien certains nordistes seraient là aujourd'hui. Ou ses frères du village, de la même ethnie seraient là aujourd'hui, a dit que non. Le nouveau qui a pris la place et qui a participé à l'assassinat de notre frère d'hier est le meilleur. Il faut apprendre, il faut étudier. Donc laissez votre paresse. J'ai vu quelqu'un dire qu'il est notable. Mon frère Maxignon dit qu'il est notable. Mais, où c'est la dentée de Lyon, on dit que si on dit votre culture, là, il faut la dépoussiérer. Elle utilise le mot, vos histoires de quoi, de coutume là, qui est sale et tout, avec les gros ventres, avec les crachats en l'air et tout ça. En fait, quelqu'un qui est notable valide ça en disant que non, bah en fait, c'est pas grave. Un notable, bon, ce sont ses propres mots qui disent qu'il est notable. Bon. Un notable dit que bon, en fait, c'est pas grave. C'est pas, ça va quoi, c'est pas grave. C'est ce que je fais, Manvenapte. Ce n'est pas parce que les gens veulent me mettre dans une case que j'appartiens forcément à cette case. Je n'accorde pas d'importance aux idiots, aux cancres qui, parfois, de temps en temps, viennent suivre des lives.
Je peux prendre un exemple simple pour étayer ma thèse. Mais depuis que j'ai commencé le live, je suis en train de parler des choses sérieuses, des choses intéressantes. Bon, quelqu'un peut suivre 2 heures de live, mais si on a pris 1 minute ou 2 minutes, par exemple, pour parler de tel ou tel sur tel truc, c'est toujours une façon d'amener le sujet et de préciser en prenant certains exemples. Par exemple, si on revient sur la culture. J'étais en train de parler, je suis toujours dans le sujet. Hein. Je parle des Bamileke, je parle de ceux-là qui ont oublié leurs histoires et qui ont oublié ce que leurs ancêtres ont survécu. Parfois, moi, je me fais mes films dans la tête. Je me couche comme ça, je me reconnecte avec moi-même. Et ensuite, je monte d'un cran, j'essaie de me reconnecter avec mes ancêtres de l'époque. Parfois, j'entends certaines voix, je m'imagine des choses, je me dis, mais en ma langue, parfois, je m'imagine des parents en train de crier. J'imagine des enfants qui sont découpés. J'imagine du napalm qu'on est en train de verser sur eux. Il suffisait seulement d'aspirer. On était couchés comme des petites chèvres. Je pense souvent, à ces belles montagnes de l'Ouest qui étaient complètement... le feuillage, le pâturage et tout était asséché, empoisonné même, les sols empoisonnés à cause de ces poisons de napalm. Je pense à mon feu grand-père né en 1945 qui, à l'époque, a vécu une vie mais tellement difficile. Tellement difficile. Je pense à mon voisin qui me racontait l'histoire de son père parce que son père encore était un peu ouvert sur le sujet. C'est un traumatisme que le peuple Bamileke a vécu. Mais un traumatisme qui ne dit pas son nom. C'est pour ça que même quand vous parlez de ces trucs au Cameroun qui vont dans le sens de la violence, ils ont tellement peur. Ils ont même transmis ça, je crois, à leurs enfants. Ils ont transmis ça. À la maison, quand on avait le moindre problème, les parents disaient, les problèmes que tu as cherchés, reste dehors avec, ne viens pas ici. Même si tu as parfois raison, il te dit que on ne veut pas les problèmes ici. Parfois, je m'imagine des choses, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu à l'époque? Je les imagine en train de nager dans des cours d'eau, traverser, tomber de l'autre côté, parce qu'ils ont peur de rester se faire tuer. J'imagine des mamans. Le voisin, par exemple, racontait l'histoire de son père qui est parti de Mbouda à l'époque, qui était un centre, une place névralgique, où il y avait des batailles, des batailles féroces, un peu comme à Bamejou, un peu comme du côté de Bafang, Bouddha et tout. Il y avait des batailles féroces. Et il est parti à pied de Mbouda jusqu'à Kumba. Parce qu'à l'époque, pour se sauver, il fallait fuir la région francophone pour aller se réfugier dans les régions anglophones. Il a fait combien de semaines de marche à travers la forêt? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de ce goudron-là qui faisait directement de Bouddha pour arriver à Kumba. C'est pour ça que lui, il parlait plutôt le pidgin généralement. Il est parti de là tout petit. Son père, étant dans la guerre, il ne savait pas trop comment faire, il ne savait pas comment s'en sortir. On le confie à l'un de ses amis, qui était lui commerçant du côté de Kumba, qui se débrouillait à faire. Mais quand je pense à la souffrance de ses parents, quand je pense à la souffrance de mon peuple, quand je vois des enfants aujourd'hui Bamileke, on les insulte. Ils sont là à soutenir ceux qui insultent leur culture, leur tradition, leurs ancêtres. C'est pour ça que je dis on n'est pas pareil. Je pense souvent à ça. Il arrive à Kumba, il n'a pas de quoi manger pendant 16 ans. Il a été dans la rue, il se battait, a fait des petits commerces. De là, progressivement, il a traversé le fleuve Mungo. Il s'est rendu de l'autre côté, dans les plantations du Mungo. Il s'est battu, il a travaillé des petits trucs à l'époque. Si on te dit les salaires qu'ils avaient, c'était quelque chose d'incroyable. Il est finalement venu à Ndiombe s'installer, il a créé ses plantations. Il a fondé une grande famille avec une vingtaine d'enfants. Il est mort récemment. Quand il raconte son histoire, il n'avait pas enterré son père, il n'a pas enterré sa mère. Il était au courant de rien. De Kumba, il y a un ami à son père qui faisait le commerce sur la ligne de temps en temps, qui est venu dire, mais je vois un enfant quelque part à Kumba, au marché, qui aide un monsieur à vendre. Cet enfant, son visage me dit quelque chose. Et il va lui poser la question, alors qu'il parlait toujours le pidgin, il lui parle en bacham, il lui parle, tu sors d'où? Tu es venu d'où? C'est là où le petit, à l'époque, lui explique, je viens de Bouddha, mon père ne savait pas trop quoi faire à cause de la guerre. On m'a envoyé ici chez l'un de ses amis. J'aide de temps en temps à faire des petits commerces. Je l'aide
à faire le commerce et tout. On le prend, on le ramène en Bouddha. Il arrive en Bouddha, chez eux dans la maison dans laquelle il est né, là où il a grandi. Il découvre que son père est mort, ça fait des années. Sa mère est morte, ça fait des années. Il se trouve orphelin, perdu. Ses autres frères et sœurs, il n'a même plus de repères. Regardez le traumatisme qu'on peut créer. Je regardais aujourd'hui BFM TV. Quand je vois un feignant comme Robert Ménard de la ville de Béziers, dans le sud de la France, à côté de Montpellier, qui dit le grand remplacement est en train d'arriver dangereusement. Le grand remplacement est en train d'arriver dangereusement. Mais quand il parle de grand remplacement, il parle de quel grand remplacement? Il parle de quel grand remplacement? Ah, il y a des millions d'Africains aux portes de l'Europe qui sont en train de menacer. Ils veulent venir. La France ne veut pas accueillir la misère du monde. Mais entre-temps, cette même France crée la misère partout. Quand ils parlent du grand remplacement, au point où ils ont peur de se faire envahir par des Nègres et des Arabes. Ils sont arrivés sur un territoire comme l'Australie qui fait 9 millions de kilomètres carrés. Au lieu de prendre, disons, 8 millions, au pire, prenez 8 millions, laissez 1 million de mètres carrés, 1 million de kilomètres carrés aux aborigènes australiens. Non, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Et ils ne sont même pas 50 millions d'habitants. Sur 9 millions de kilomètres carrés, ils étaient obligés de tout prendre, de massacrer des Noirs, tuer les aborigènes, aller les parquer dans un endroit de petite forêt, les parquer là-bas et introduire la drogue. Les assassiner, envoyer des maladies, prendre tous ces vastes espaces. Ils ne sont même pas 50 millions dessus. Et c'est le seul pays au monde où il n'y a pas de migrants sans papier, l'Australie. Tu es migrant, quoi que ce soit, tu te bats comme tu veux, faux visa, tout ce que tu veux, faux papier. Tu arrives en Australie, dès que tu es sans papier, ils te mettent dans un avion, ils te mettent dans un bateau, ils te déportent hors du territoire australien. C'est un État-continent. Ils te déportent du territoire australien pour t'envoyer dans une prison. Ils ont maintenant comment dire ça? Ils ont des prisons qu'ils ont créées hors de l'Australie. Et ils ont des sous-traitants là-bas qu'ils payent. Ils disent gérer les migrants. Ils ne veulent pas de migrants chez eux. Mais ce sont eux qui, hier, il y a moins de 2 siècles, sont arrivés, ont massacré des populations, se sont imposés par la force. Les aborigènes d'Australie aujourd'hui, je ne sais même plus combien ils font, complètement perdus entre la culture anglo-saxon, parce que ce sont les white anglo-saxons protestants. Ils ont le drapeau anglais, ils ne se cachent pas. Ce sont des descendants d'anglais qui sont allés agresser des aborigènes. Ils ont fait pareil en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, l'équipe nationale de rugby s'appelle les All Blacks. All Blacks, personne sur eux n'est noir. Ils sont tous blancs, mais ils s'appellent All Blacks. Ils ont fait pareil en Amérique. Génocide contre les Indiens. Partout où ils sont passés. Créer le génocide. L'Amérique est venue créer leur base militaire à Diego Garcia. Une terre qui appartenait aux Anglais. Les Anglais sont partis. Ils ont vendu aux Américains avec une population dessus. Les populations vivent, on vend votre pays avec vous y compris. Les Américains arrivent, ils ravagent les populations, ils renvoient vers l'île Maurice et ils créent leur base militaire à eux. Et ce sont eux qui ont peur d'être envahis. Ce sont eux qui parlent de grands remplacements. Et lui-même qui parle de ça sur BFM TV, Robert Ménard, il est né en Algérie. Il est pied noir, né en Algérie. Même pas né en France. Ils ont peur d'être envahis. Moi, je faisais un parallèle juste pour dire quoi. Même les causes, même le combat que nous sommes en train de mener. J'ai aussi oublié, il faut que je mette le PayPal. J'espère que je sortirai de ce live ayant vendu au moins 2-3 livres. Ces derniers temps-ci, c'est chaud.
quand même, essayez de mettre quelque chose dans le truc. Oh. Vous voulez que je fasse les litchis pour dire aussi que c'est chaud sur moi. Oh. Je me débrouille avec les livres. Aidez-moi quand même, achetez les livres. Si vous ne lisez même pas, achetez, vous donnez, vous offrez aux gens. Il y a des écoles, même vous offrez un peu partout. J'avais oublié de mettre le lien PayPal. C'est par ce lien-là que je vends mes livres. Ils ne sont nulle part ailleurs pour l'instant. Je suis en train de voir comment régler le problème. Donc le seul moyen pour moi de vendre, c'est uniquement via PayPal. Donc je précise encore bien, le PayPal qui est là, ce n'est pas pour demander d'aider, mais d'acheter le livre. C'est pour vendre mon livre. C'est important de le préciser parce que il y a des gens qui arrivent nouvellement, ils voient le PayPal, ils disent « Ah, voilà les combattants qui ont organisé, ils ont fait ce qu'on appelle maintenant, le combat est devenu le combat des PayPal. » Je précise bien. À chaque fois que je le mets, c'est important. Donc j'espère qu'avant de finir le live, j'aurai au moins 2-3 livres vendus. Je rappelle bien, le livre est là, intitulé Folie et calvaire des migrants, qui retrace mon parcours et celui de mes camarades. Du Cameroun jusqu'en France via la Méditerranée et le désert. C'est 22 € avec les frais d'envoi. Donc il suffit juste de mettre dans la cagnotte 22 €. Le lendemain, vous recevez votre livre dans la boîte aux lettres. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous utilisez le même lien. Vous mettez 29 € à l'intérieur. Vous mettez l'adresse complète. Je me charge moi-même d'envoyer par la poste sous 48 heures maximum. Vous le recevez chez vous. Pour ceux qui sont en France, même ça peut se faire en 24 heures. C'est très très rapide. Voilà. Donc, on continue le live. Donc, j'étais en train de parler. Les bouquins, parfois, ne coûtent pas très cher. Et il n'y a pas que par des bouquins qu'on peut apprendre l'histoire de son pays. Il y a des anciens aussi. Il y a des écoles virtuelles. Il y a des écoles initiatiques. Il y a ce qu'on appelle les universités millénaires. Il y a 1001 façons d'apprendre. Intéressez-vous. C'est parce que c'est quand vous allez vous intéresser à ça, c'est quand vous allez comprendre le fond, que vous n'allez plus vous embrouiller sur 1001 choses comme je vois beaucoup s'embrouiller. Parfois, ils partent louer le bourreau et ils laissent le grand héros à côté. Pardon. Ils laissent le héros à côté, ils partent louer le bourreau. C'est justement parce que dans tous ces pays, le système a fait en sorte que tous ceux qui sont les meilleurs, ceux qui revendiquaient beaucoup à l'époque, étaient tués, emprisonnés, poussés à l'exil, et ceux qui étaient plus dociles ont été installés au pouvoir. Ça s'est passé comme ça pratiquement dans toute l'Afrique. Quelques rares personnes ont glissé comme ça entre les mailles du filet, ils ont pris le pouvoir. N'étant pas des personnes vraiment dociles, ils ont essayé, ils ont pris le pouvoir. Il y a eu les Sylvanus Olympio, ils ont pris, mais quelques temps après, ils ont été massacrés. Si on revient dans l'Afrique francophone, c'est ce que la France a passé le temps à faire en Afrique. Ne mettre que des dictateurs. On prend Félix Houphouët-Boigny, auteur du mot France-Afrique, qui aimait tellement la France, député. Il adorait tellement la France, il adorait De Gaulle, il adorait tous ces gens-là. C'est lui qui est aujourd'hui célébré en Côte d'Ivoire comme un héros, mais attention, si tu dis à un Ivoirien que Félix Houphouët-Boigny était un traître qui a financé des guerres en Afrique, qui a participé aux massacres, aux assassinats, aux coups d'État dans plusieurs pays d'Afrique, ça devient un problème parce qu'ils ont fait exprès de mettre les gens sur la mauvaise piste. Quand tu vois un nègre musulman, tu lui dis Muammar Kadhafi était mauvais, pour lui, ça, il peut même déclencher une bagarre, il peut même te sortir le couteau. Il est convaincu que Kadhafi était tellement gentil. Il faut propager ce savoir, il faut en parler. Il ne faut pas croire que ceux qui doivent en parler, c'est uniquement ceux qui sont passés par la Sorbonne, qui sont passés par Harvard et autres. Soyez pas complexés. Apprenez, étudiez, intéressez-vous à tout ça. Et autour de vous informer, autour de vous former aussi. Il faut distiller. Il ne faut pas faire que la connaissance reste justement pour une certaine catégorie de personnes qui pensent qu'ils sont les plus éclairés, quelques personnes qui croient être plus intelligents que tout le monde. Ne soyez pas complexés.
Qu'ils vous sortent des titres d'ingénieur, politologue et autres, non, soyez pas complexés. Travaillez, mettez-vous au travail. Je vous ai présenté récemment des petits bouquins ici, des petits bouquins pour les enfants. Dès l'âge de 10 ans déjà, même 10 ans c'est tard. Commencez à les former parce que les musulmans, les chrétiens et autres, ils ne sont pas cons. Ils ont compris qu'il faut prendre l'enfant avant ces 7 ans, il faut déjà commencer l'école coranique. Vous voyez, les enfants, ils sont là, ils ont même faim. Ils sont là, ils font ça. Bismillah, Rahman Rahim, Bismillah, ils sont là, ils chantent. Ils ne sont pas cons, c'est parce qu'ils savent que dès qu'on récupère l'enfant, dès cet âge-là, au plus tard, à ses 15 ans, il est très très difficile de le détourner de l'islam, de le détourner du christianisme. C'est pas le fruit d'un hasard, ils le font exprès. Même s'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont en train de... Il y a une débandade pas possible. Beaucoup sont en train de quitter l'islam. Sauf que beaucoup qui quittent ne peuvent pas dire ouvertement qu'ils ont quitté. Parce que l'apostat est puni de bastonnade, voire même de mort. Donc du coup, pour leur protection, ils ne disent pas officiellement qu'ils ont quitté l'islam. Mais les gars ne prient plus, ils boivent du bon vin, ils mangent des saucissons et tout. Ils ne prient pas, ils s'en foutent complètement. Ils font la fiesta et autres. Pareil que dans le christianisme. Même s'il y a maintenant quelques églises de réveil et tout qui sont en train de faire des ordres pas possibles. Il faut continuer le travail. Il ne faut pas se lasser. Donc pour finir sur le cas Aïdjo, sa femme Germaine et autres, vous ne pouvez pas compatir à la douleur de quelqu'un plus que la personne en elle-même. Ou la famille de la défunte, je vais dire. Vous allez vous soucier des gens comme ça, alors que sa propre fille travaille avec Bia. Elle a même eu un grand poste de promotion au sein du gouvernement. Elle a même été candidate, je ne sais pas, pour être députée ou quoi. Elle a eu plein de trucs. Le régime a dit non, prends, tais-toi, mange ta part. Elle a pris, elle a mangé. Il était là pour dire, allez les tuer, pourvu que le pays soit pacifié, pourvu que le pays, qu'on les écrase tous, pourvu que je contrôle l'ensemble du territoire, et surtout que je contrôle les régions anglophones qui, à l'époque, d'ailleurs une partie était déjà partie rejoindre le Nigeria. Lui, il voulait contrôler l'ensemble du territoire, peu importe. Quand on massacre les Bamileke, ils s'en foutaient. On prend l'armée, on leur dit, allez massacrer. Parmi ceux qui ont tué Oumyobé, il y avait combien de Camerounais? Il y avait des Camerounais, bien sûr, mais la plupart, c'était des soldats qui venaient du Tchad, qui venaient d'un peu partout. On disait, allez là-bas juste massacrer, c'est tout. On les dope en leur disant, allez-y. Ceux que vous allez tuer de toute façon ne sont pas vos frères parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils sont chrétiens. Pareil que l'armée du pouvoir central d'Abuja, quand on ramasse les militaires, on prend majoritairement l'écrasante majorité d'ailleurs, on prend que des chrétiens, on dit allez mater dans le nord Boko Haram, ce sont des musulmans, ce ne sont pas vos frères, massacrez-les, ils arrivent, ils font le carnage. Il y a des anciens militaires qui ont témoigné. Ils se rendent donc compte que même dans le nord, ils tuaient certains parmi, il y avait beaucoup de chrétiens. Alors qu'on leur a dit au sein de l'armée, le discours qu'on a tenu en les envoyant aller faire le massacre, on leur disait de toute façon, ce ne sont pas vos frères, ce sont des musulmans, vous êtes chrétiens. C'est comme aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de massacrer en région anglophone, ils ne prennent pas des anglophones. Ils font exprès de prendre les boulous. Ils prennent des suprémacistes. Ils envoient en disant que allez les massacrer, c'est les anglophones, c'est les Biafra de toute façon. Ils veulent l'indépendance pour faire quoi avec? Allez les massacrer. Et c'est comme ça qu'on peut massacrer. Ils ont tribalisé le pouvoir. Ils ont pris l'armée, ils en ont fait une affaire de village de pour les Boulous. C'est pareil ce que Idriss Déby a fait au Tchad. Il a pris les gens de son peuple, les peuples, les Agawa et tout, il a mis à tous les postes stratégiques. Il a pris les membres même de sa famille partout, il a mis partout. Il est devenu le chien de la France, le chien de la France, le béni oui de la France. Non, je ne voulais plus le pouvoir, de toute façon, c'est la France qui m'a obligé à être là, je ne voulais même plus, mais il est toujours là. Et il allait faire le 6e mandat. Si tu dis que tu ne veux plus, mais laisse le pouvoir. Voilà comment il crève. Voilà, regardez comment il finit. Et il est important de rappeler ici que le même Idriss Déby a perdu 5 membres. Même comme il supporte la France, il est devenu le chien de la France.
En dehors des massacres qui avaient eu, les massacres ciblés bien sûr contre ces populations qui sont des populations Zagawa, à l'époque de Hissène Habré qui est aujourd'hui en exil au Sénégal et qui d'ailleurs a été sollicité pour retourner au Sénégal, retourner au Tchad. Il a dit je ne retournerai pas, j'adore mon exil au Sénégal. Il y avait pardon. Il y avait dans cette armée tribale qui qui avait orienté, on va dire, ses balles comme ça vers les peuples. Le peuple en a vraiment souffert, le peuple, les Agawa et tout en ont souffert parce que Idriss Déby, venant de là, qui n'est pas l'ennemi majoritaire, hein, ils avaient été l'objet des cibles. Ils avaient souffert. Idriss Déby a pris le pouvoir. Et les règlements de compte ont commencé. Au lieu de pacifier le pays, mettre la paix partout, ne pas opposer les ennemis, ne pas opposer les musulmans, parce que beaucoup oublient, même si c'est un pays déclaré État islamique, hein, c'est un pays État islamique. Et l'arabe au Tchad, c'est une langue, c'est la langue nationale au Tchad, l'arabe. Mais il y a des Tchadiens chrétiens, méprisés. J'en ai rencontré quelques-uns. Il y a ceux qui sont dans le nord, donc dans le nord du Tchad. Ceux qui ont fait la guerre, dont les parents, les grands-parents ont connu la guerre pendant très longtemps. Ce qu'on appelle les Toubous. C'est le même peuple qui est donc au nord du Tchad et qui est en même temps au sud de la Libye. Donc vous allez voir le même peuple, ils sont aussi vers le Niger. Vous allez voir le même peuple qui vivait sur ces grands espaces-là, officiellement laïque si tu veux. C'est un pays officiellement laïque, mais l'islam est religion d'État en même temps. Il ne faut pas se fier aux mots. On peut dire la France est un pays laïque, même si on parle de laïcité, la France reste un pays traditionnellement chrétien. Il y a beaucoup d'États comme ça, on vous dit non, c'est la laïcité. Non, mais en réalité, ce sont des États islamiques. Il faut bien comprendre ça. Et donc, dans cette partie, vous avez les Toubous qui sont dans le sud de la Libye. Dans la région, il y a d'ailleurs eu une guerre là-bas. Il y a eu une guerre là-bas pendant 14 ans. Que le diable, celui que j'appelle le crétin, le criminel, l'assassin, le diable Muammar Kadhafi, avait imposé au peuple noir un espace de terre qu'on appelle la bande d'Aouzou qui fait pratiquement 90 000 km². C'est la surface de... C'est la Belgique 3 fois. C'est 3 fois la superficie de la Belgique. Muammar Kadhafi avait fait le Hoha, comme on dit, sur cette partie du Tchad, qui appartient au Tchad. Hissène Habré, même malgré les massacres, lui, il a le soutien de plusieurs panafricanistes, Hissène Habré, parce qu'il a le mérite de s'être battu jusqu'au bout pour que cette terre-là appartienne au Tchad. Sinon, cette bande d'Aouzou aujourd'hui appartiendrait à la Libye. Muammar Kadhafi, qui se prend pour le grand panafricaniste, qui adore tellement l'Afrique, il est même mort en tant que le roi des rois d'Afrique. A laissé son pays, n'est pas venu d'ailleurs imposer la charia dans son propre pays, la Libye, mais a financé plusieurs États en Afrique dans le but d'imposer des États islamiques. Financement au Mali, dans le nord, avec tout le trouble que vous voyez aujourd'hui, Kadhafi est derrière. Thomas Sankara mort, Kadhafi au courant de toutes les tractations. Mort le 15 octobre 87, j'étais né quelques mois avant. Le 16 octobre, Kadhafi était dans son palais en grande pompe pour célébrer la mort de notre héros Thomas Sankara, accompagné de qui? Blaise Compaoré. Boire du champagne. Financer les États. Quand Boko Haram explose au Nigeria, la première solution que Muammar Kadhafi avait proposée, c'était de dire aux gens,
Il faut diviser le Nigeria en deux. Un État au sud pour les chrétiens et un État au nord pour les musulmans. Et donc le projet était de financer au maximum pour qu'on crée un État islamique. Avec la charia et autres. Pourtant, dans son propre pays, il n'y a pas ça. Partagez le live s'il vous plaît et envoyez les likes, envoyez le maximum de cœur. Je ne sais pas pourquoi un live tranquille comme ça, les gens viennent toujours signaler. Je rappelle que ceux qui signalent le live, à la fin, j'ai vraiment... J'ai le temps pour ça. Je prends toujours mon temps après chaque live. Ceux qui ont liké et tout, il n'y a pas de souci. Je clique derrière, dernier là. Tête de mort. Tous ceux qui ont mis les têtes de mort, je bloque. Même si c'était pour dire... Même si c'était pour riposter parce qu'ils n'étaient pas contents du commentaire ou de X ou Y dans mon live. À la fin, je vais toujours faire le tri. Ceux qui ont, je bloque. S'il vous plaît, faites un tour de partage. Et surtout, envoyez les likes, envoyez les cœurs. Et n'oubliez pas que le PayPal est en ligne pour la vente de mon livre. Comme passez les commandes. Au moins ce 2-3 livres quand même. Il ne faut pas qu'il écrit comme ça là pour rien. Le game est en train de me gérer. L'argent des assiettes est fini. Donc voilà celui qui est présenté comme le héros. C'est pour ça que je dis la jeunesse africaine doit prendre son destin en main. Et ce destin en main là, ça passe aussi par l'éducation. Ça passe par les études. Ça passe par cette émancipation là. Il faut derrière qu'il y ait des sensibilisations. Il faut que des gens en parlent. Il faut que les gens étudient. Ce n'est pas sorcier. Le discours que je tiens aujourd'hui, il y a 5 ans, je ne pouvais pas tenir ce discours. C'est justement parce que j'ai travaillé. C'est justement parce que j'étudie tous les jours. Je veux peut-être un jour, quand j'aurai un peu de temps, je vais sortir mon téléphone, je vais aller dans ma bibliothèque, vous allez voir tout ce que j'ai. Je ne m'ennuie pas à aller manger les ailes de poulet à Châteauroux. Non, de temps en temps, je peux passer, mais des week-ends parfois tranquilles, je suis chez moi dans ma bibliothèque, je lis, je travaille. J'assiste à des conférences, soit en ligne, soit je fais des déplacements, je fais des trucs, je voyage. J'apprends 1001 choses. Moi, je ne reste jamais comme ça sans rien faire. C'est pour ça que je dis aux gens, c'est une perte de temps. Je vois souvent des gens dans les transports en commun. Tu as 2 heures aller, tu as 2 heures retour. Mais tu es assis dans le train comme ça, tu ne fais rien. Mais occupe-toi. Si tu as 2 heures le matin, 2 heures le soir, ça te fait 4 heures de transport en commun. Mais pendant ce temps, tu lis un bouquin. Pendant ce temps, tu écris, tu fais quelque chose. Occupe-toi. Quelques rares fois, j'ai vu des nègres avec des bouquins. C'était soit le Coran, soit c'était la Bible. Pour finir sur Kadhafi, et d'ailleurs, je n'ai même pas dit les 1/10. J'aurais pu faire un live spécial juste pour parler de Kadhafi. Je le descendrai ici jusqu'au bout, en sortant tous les éléments, en sortant des photos et tout ce que vous voulez. C'est lui qui va aller financer pour dire créer des États islamiques, mettez le maximum. Il a sorti 14 milliards pour construire une mosquée dans un pays comme le Niger, où les gens ont faim, les gens meurent de faim. Il allait mettre 14 milliards pour construire la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest, avant que le Sénégal ne sorte la plus grande de Dakar. 14 milliards de francs CFA, ça aurait pu construire des hôpitaux, ça aurait pu construire des écoles, plein de choses. De l'eau aux populations dans un pays désertique. Non, ce qu'il a trouvé de bon, c'est une mosquée. On peut sortir 50 millions pour une mosquée et mettre le reste de 13 milliards, combien là, à construire autre chose. Mais non, lui, il préfère se lancer dans la bataille de l'islamisation à outrance. Regardez notre Bénin qui est un havre de paix. Regardez notre Bénin, qui est un État tranquille où tu peux aller boire ton vin. Jusqu'au Sénégal. Il a mené la campagne pour que le Sénégal soit État islamique. Mené la campagne pour que le Bénin soit État islamique. J'ai vu récemment, je répondais à Caliste Beyala sur un texte récemment qu'elle a rédigé en disant oui, je propose qu'en Afrique, le débat justement entre Macron et l'intellectuel camerounais Achille Mbembe, je souhaiterais, je ne pense pas que Achille Mbembe, il est normal de l'inviter parce qu'Achille Mbembe n'est pas bon. Achille Mbembe, de toute façon, c'est un nègre de maison. Achille Mbembe a dit des choses inacceptables sur l'Afrique et tout. Mais parmi les gens qu'elle proposait, en fait, elle a fait une suggestion, en tout cas, dans sa petite liste. Elle met le nom elle avait mis un nom, le nom d'un plaisantin là, qui s'appelle, il dit qu'il est philosophe. Elle avait mis un nom, c'est des gens, ça sert pas à grand chose. Elle
Souleymane Bachir Diagne, voilà, celui qui parle des philosophies en islam. Je ne sais pas comment on peut philosopher en islam. C'est des cancres pareils, des perdus, qui se prennent pour des philosophes et ceux que la France d'ailleurs a choisi pour nous comme étant nos intellectuels. C'est souvent ça le drame. C'est que c'est les autres qui disent qui sont parmi nous nos intellectuels, alors que nous n'avons pas le droit de dire en Europe qui est bon, qui est intellectuel ou qui ne l'est pas. Et vous allez voir dans la liste de ceux qu'ils ont mis en France comme étant des héros, ou en Occident même en général, ce sont la plupart du temps des militaires, des gens qui ont massacré, des violeurs, des criminels, qui sont célébrés en Europe. Donc elle va mettre dans la liste un certain Hassani Fassassi, que beaucoup ne connaissent pas d'ailleurs. Quand j'en parlais à mon pote, je disais, mais attends, vous voulez un débat sérieux pour parler de l'Afrique et vous allez inviter des gens comme les Hassani Fassassi, qui a écrit le livre Le péché du pape contre l'Afrique. Il est dans l'islamisation sauvage, même en France ici, partout il islamise les gens, il parle d'islam matin, midi, soir. On lui a posé la simple question, est-ce que tu condamnes l'esclavage des arabo-musulmans en Afrique? Non, il a tourné, il tourne. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais répondu à cette question. Et c'est lui qui était en tête, il a été candidat aux élections présidentielles au Bénin. Il est venu en agitant l'islam. Financé par qui? Par Muammar Kadhafi, pour aller imposer un État islamique ou au Bénin. Et ce sont eux qu'on présente comme étant des intellectuels. À première vue, il y a des gens, on peut vous dire, celui-ci c'est un héros. On pourrait te parler de Chala Atangana. On va te sortir des gros noms comme ça, on va te dire que oh, il était non. Si tu as fait un travail sérieux, tu comprendras que tous ces gens, ils ne valaient rien. C'était des valets de la France, valets de l'Allemagne. C'était des traîtres, tous ces gens. Et la jeunesse africaine doit connaître ça, parce que pour se libérer, il faut se former. La libération ne vient pas comme ça au hasard, il faut se former, il faut étudier, il faut apprendre. Il faut que la génération qu'on est en train d'accoucher maintenant soit formée, qu'on forme ces enfants-là, parce que c'est eux l'Afrique de demain. Même s'ils sont nés et grandis en France, il faut les former. Il n'est pas interdit de partir de la France pour aller diriger en Afrique, il n'est pas interdit de partir de la France pour aller transmettre en Afrique, ce n'est pas interdit, il faut les former, même s'ils sont nés en France. Dès l'âge de 10 ans, commencez déjà, vous cliquez sur Google, Jalissa Sekhmet, elle a le bouquin là pour les enfants. À partir de l'âge de 10 ans, vous formez ces enfants. Il y a des ouvrages où vous leur parlez de leurs ancêtres, vous leur parlez des héros. C'est important. Cette formation-là, c'est par là que ça commence, Kunagüero. Il faut former le petit, il faut former l'entourage, il faut former tous ces gens. Parce que ce sont eux demain quand tu vas déposer ta candidature, Kunagüero. J'ai vu tout à l'heure comment quelqu'un te disait. Hein, tu vas être président dans quel Cameroun? Tu sais, les gens sont bloqués souvent dans leur tête. Ils pensent qu'être président, c'est qu'il faut sortir de la planète Mars. Même moi, je peux être candidat aux élections présidentielles au Cameroun. Quand tu vois les Serge Espoir Matomba, Serge Désespoir Matomba et tous ces gens, les plaisantins comme les Cabral Libi, qui sont allés faire le fait, ils ont organisé. Cabral Libi apporte quoi à la jeunesse? Qu'est-ce qu'il est prêt à apporter? Il est prêt à faire quoi concrètement? Voilà, Angelo, bloqué tout de suite. Voilà, j'aime bien les clients comme ça qui se prononcent en commentaire. Dès que c'est un peu déplacé, tac, tu es viré. Ici, c'est la page des gens qui veulent comprendre. C'est la page des gens qui veulent comprendre, qui veulent apprendre, qui veulent se diversifier, qui veulent... Je rappelle toujours que même quand je me fâche ici, que je fais le Congossa, même dans mon Congossa, si vous prêtez bien attention, il y a des choses très intéressantes. Je ne parle pas pour salir les gens, je ne parle pas quand je n'ai pas d'éléments. Si je me lève et dis je fais un live pour parler de telle ou telle chose, c'est que j'ai des éléments pour aborder telle ou telle question. C'est comme ça. Donc dans un premier temps, j'ai parlé ici de Germaine Aïdjo. J'ai parlé de Aïdjo lui-même, son mari. Aussi, j'ai parlé d'Idriss Déby, notre grand maréchal, comme par hasard, le grand maréchal Idriss Déby. Il y a d'autres qui essayent, comme Afrique Merdia, de nous dire que il est mort au front, c'est pour ça que c'est un héros. En quoi Idriss Déby est un héros? 30 ans au pouvoir. J'ai déjà bloqué Angela Mat, t'inquiète. J'ai déjà bloqué depuis.
Voilà quelqu'un qui est au pouvoir depuis 90. Voilà sa femme, débandade totale. Et avant d'aller au front de guerre, d'après ce que les gens disent, hein, parce que les FARC eux-mêmes ne disent pas que ce sont eux qui ont tué Idriss Déby. Ils disent, notre combat ne fait que commencer et nous allons aller prendre N'Djamena. Ils ont annoncé qu'ils partent prendre N'Djamena. La mort d'Idriss Déby ne les ralentit pas dans leur initiative. Ils vont aller prendre N'Djamena. Il y a des gens, la débandade d'Idriss Déby a vraisemblablement été tué par son entourage, des généraux et autres qui l'ont sacrifié, qui n'étaient pas d'accord avec la complicité même de son propre fils, à qui la France a promis de l'installer comme président de la République. On attend, mais lui-même sera dégagé. Il n'y aura plus de famille Idriss Déby. Tout cela vont dégager et on va organiser une nouvelle élection présidentielle transparente au Tchad. Il ne faut plus qu'on se bloque en disant la France est toujours aussi puissante. Non! Ce pouvoir de la France-là est en train de s'émietter. Ce pouvoir-là est en train de baisser. Ce n'est plus la même chose. La France qui hier faisait la pluie et le beau temps en Afrique francophone et même en Afrique anglophone, c'est terminé, c'était avant. Dans 10-15 ans, on va dire aux Africains qu'il y avait des dictateurs, ils ne vont même pas croire. Qu'il y avait des gens qui faisaient 40 ans au pouvoir comme les Biens, ils ne vont pas accepter. Même faire un troisième mandat sera compliqué parce que la jeunesse est en train de monter en puissance. Les gens sont de plus en plus connectés, les gens sont dans les revendications. Les gens sont dans les revendications. Ils sont dans les revendications et on ne peut plus laisser ça. La jeunesse, ça monte en puissance. Vous voyez, des gens qui arrivent partout, des migrants de gauche à droite qui arrivent, qui sont dans les revendications. Et quand ils sont dans les revendications en tant que migrants, ça a encore plus de valeur. Ça a encore plus de poids, il y a plus de considération parce qu'on voit d'un côté, ça a un double impact. Quand ce sont les migrants eux-mêmes qui se tiennent devant pour dire « Nous voulons la libération de notre continent, nous voulons la libération du Cameroun ». Même étant, je dis bien étant en France, c'est ce que je vais dire. Si ces migrants-là étaient arrivés, ils avaient pris les choses en main en se disant « Nous sommes les victimes du système ». C'est ce même système-là qui nous a poussés à prendre ces risques. Et nous sommes arrivés en France, nous voulons rappeler à cette France que cette France qui finance le désordre en Afrique doit de toute façon avoir à ses portes des jeunes migrants qui arrivent. Pourquoi? Parce que c'est cette même France qui finance, qui crée la misère partout en Afrique. Ça aurait plus de valeur, plus de sens que peut-être d'avoir des gens qui sont en France, ça fait 30-40 ans, ils sont arrivés en prenant Air Suisse, Air France, qui viennent défendre certaines causes. Je pense que même dans la libération du Cameroun dont on parle aujourd'hui, je parle des migrants sérieux, pas des gens qui sont incapables depuis qu'ils sont en France de se trouver une belle femme, avoir leur kaolo, qui sont venus avoir le kaolo plus tôt dans le combat, qui viennent se servir du combat pour avoir leurs papiers. Vous arrivez en France, vous êtes jeune, vous avez toute la force. Allez vous battre, il y a des belles femmes partout, si c'est le kaolo que vous voulez, vous pouvez vous marier, vous pouvez faire des enfants, vous pouvez... Beaucoup arrivent et commencent comme ça. Beaucoup ont commencé comme ça. Ou si vous avez un travail, vous voulez faire le makam, vous faites votre makam. Vous êtes dans la légalité, vous travaillez, vous cotisez et tout, vous construisez votre vie. Mais non, beaucoup ont compris que non. Dans le combat, si on agite les chiffons, si on déchire le drapeau du Cameroun, si on fait ceci, on fait cela, on peut en même temps. C'est Ahmed Kamel lui-même qui dit que tous ces gens-là, et il y a bien des preuves, je les ai hébergés. Et tous avaient fait des demandes de Ngunda PD, alors qu'ils ne le sont pas. Mais comme les Camerounais, la plupart du temps, partent faire des fausses demandes d'asile en tant qu'homosexuels, le Cameroun est aujourd'hui placé sur la liste des pays les plus dangereux en Afrique, où on tue des homosexuels tous les jours. Pourquoi vous êtes là? Ah, j'ai fui. Parce que j'étais PD, on voulait me tuer au Cameroun. En Allemagne, 80% des Camerounais qui ont demandé l'asile demandent en tant qu'homosexuels. Ils ne le sont pas. Partout, c'est ce qu'ils font. Ils vont en Finlande, partout, partout, on sait que ça, c'est typiquement camerounais. Au point où les gens qui font des enregistrements, les demandes d'asile, dès que tu viens camerounais, ok, non, je connais déjà le motif, passe, on remplit. PD, c'est ça, oui, allez, passe, on prend les autres. On remplit, on remplit. Ils viennent tous avec le même motif comme des moutons.
PD. Au bout d'un moment, on sait qu'il n'y a pas de sérieux dans ce que vous faites. En France, vous pouvez, je suis arrivé en France, je dormais en bas de la tour Montparnasse, je suis arrivé comme migrant, je n'avais personne. J'ai pu m'en sortir. Je n'ai pas eu besoin d'aller mentir que j'étais PD alors que je ne le suis pas. J'adore les femmes, j'adore les belles femmes. Pourquoi je vais aller me casser la tête à mentir sur des trucs où on te soupçonne et tout et tout. D'autres sont entrés dans le combat. Il fallait mener certaines actions en espérant que le régime en place peut-être colle un motif que bon voilà, tel est recherché. Comme ça, ils vont aller présenter. Ah, je vous avais dit, le régime m'a chassé, le régime me menace, le régime... Vous entrez dans le combat. Voilà le combat d'un pays qu'on a livré. Je parle bien de la diaspora, en diaspora ici, parce que le combat au pays, ça continue. Il y a des gens au pays qui se battent. Mais pour ce que je vois du combat ici en diaspora, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je pense que la grande mobilisation va se faire si peut-être demain on annonce que au pays, il y a eu, je ne sais pas, il y a eu peut-être vacances du pouvoir, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre-temps. Là encore, la mobilisation peut reprendre. Et c'est là où on va mettre maintenant le turbo en marche pour accompagner ceux qui sont au pays. Maintenant, on est toujours dans la sensibilisation. On continue comme on peut. Mais je ne comprends pas comment les gens qui sont debout et tout arrivent, ils versent dans la paresse, aller faire des demandes d'asile à la con. Je parlais de ça pourquoi? Pour dire que si les migrants eux-mêmes se mettent devant pour dire que, effectivement, oui, nous avons quitté ce pays à cause de. Ça aurait plus de poids. Il y aurait plus de considération. Pourquoi? Parce qu'un migrant est une victime. Et ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de migrants sont ceux qui arrivent. Mais même parmi nous, je dis bien il y a des pourritures. Ce n'est pas parce que je suis migrant que je soutiens tous les migrants. Je dis parmi nous, ce sont des victimes à la base du système, d'accord. Mais parmi eux, il y a beaucoup de pourritures. Il y a des migrants que pour eux, quand ils sont arrivés déjà en Europe, s'il fallait casser le pont derrière, pour qu'aucun migrant n'entre en Europe, ils l'auraient fait, ils sont nombreux. Quand il appelle, il entend que tel est entré, ben, il peut mourir de jalousie. Merde, il est entré, merde, c'est pas possible, il est entré. Alors que tu es déjà en Europe. Mais si tu entres, l'autre entre, ça t'empêche. En quoi ça t'empêche d'avancer dans ta vie? Si là à Londres, je sais pas, tu es à Manchester, tu es à Paris et tout, tu te bats, il ne t'empêche pas d'avancer, il ne t'empêche pas de réaliser tes projets. Même si c'est toute l'Afrique qui venait se déverser en Europe, je ne vois pas où serait le problème. Mais il y a parmi nous des beaux ailleurs comme ça. Pour lui, l'autre ne doit pas entrer. Quand ils arrivent à Paris, ils prennent des photos, ils commencent à narguer tous ceux qui ne sont pas entrés. Ils insultent tous ceux qui ne sont pas entrés en Europe. Père, maintenant je suis benguiste, je ne suis plus dans vos histoires de oh, bon, bang, tous les trucs d'en bas là, non. Maintenant je suis benguiste, ils se moquent des autres. Ils arrivent en Europe, ils ont atteint dans leur but. Ils soutiennent maintenant Paul Biya. Ils ont fui le Cameroun, pourquoi? Parce que Biya n'a rien donné à la jeunesse. Je prends le cas du Cameroun. Il arrive en Europe. Nous sommes dans les revendications. Il menace mon ami en lui disant que pourquoi vous manifestez tous les jours parce que vous voulez chasser Paul Biya? Paul Biya a fait quoi? Paul Biya n'est pas le problème. Laissez-le tranquille. Et donc quand on se plaint maintenant, mon ami a dû pour aller au pays le supplier. Jusqu'à aller sur Facebook, toutes ses publications parfois, supprimer des trucs quand il disait que Paul Biya dégage. Il a supprimé tout, il a même supplié. Onana, qui lui dit, tu vas au Cameroun, le monsieur qui est au port et tout, dirait, c'était quoi là? C'est mon grand cousin du côté de ma maman, je vais appeler, on va t'arrêter quand tu vas arriver à l'aéroport parce que en Europe, vous faites partie de ceux qui combattent Paul Biya. Lui-même, il était en bas avec nous. Mais qu'est-ce qui dérange les gens? Qu'est-ce qui dérange les gens? Je ne comprends pas. Donc, je rappelle, hein, juste en passant, je le rappelle, c'est important. Cliquez sur le lien PayPal. Cliquez sur le lien PayPal et achetez le livre. Je suis en train de faire la promo du livre. Donc, je continue. La couleur noire sur le drapeau ne signifie pas le deuil.
Il a demandé c'est quoi ce drapeau, rouge, noir et vert. Ça représente quoi? C'est quel drapeau? D'ailleurs, indice, ce n'est pas le drapeau d'un pays, déjà. Et le noir, la couleur noire, pour l'homme noir que nous sommes, ne représente pas le deuil. Il ne faut pas tomber dans les histoires des Occidentaux. Quand on dit, ah, il a un trou noir, les Occidentaux disent, j'ai passé une journée noire, pour dire que tout est négatif, ils parlent de noir. C'est raciste en fait. Mais pour nous, nos ancêtres, plus tu es noir, plus tu reçois cette lumière divine, plus tu es noir, plus tu es béni, plus tu es une bénédiction de Dieu. Le noir, c'est la couleur de la bonté, le noir, c'est la couleur voilà, de la sainteté. Voilà. Il y a des endroits dans certaines coutumes, le blanc signifie la tristesse, la mort. Vous allez bien remarquer, il y a des gens, quand il y a des deuils et tout, ils s'habillent en blanc. Chez d'autres peuples, c'est le bleu, ça dépend. Que ce soit en Inde, d'un pays à l'autre, ça diffère. Mais les Occidentaux, pour la plupart du temps, pour décrire tout ce qui est mauvais, ils disent toujours un trou noir, un truc noir, bon voilà, le jeudi noir, pour parler d'un jour de la semaine où il y a souvent des malheurs et autres. Bon, moi, je vais parler, je vais prendre encore un simple exemple. Je vous avais déjà parlé ici d'un ami. Je vous dis aujourd'hui que pour le combat que je suis en train de mener, la plupart des gens qui me combattent sont des migrants. C'est important de le rappeler. Donc, j'ai vécu ça. Je suis arrivé. Il y a cette rage, il y a cette colère en tant que victime du système. J'écris dans un bouquin où, à l'intérieur, je sors pratiquement tout ce que j'ai au plus profond de moi pour coucher sur du papier. Et je me dis, en sensibilisant, en faisant mon travail, peut-être que ça apporterait un plus, tôt ou tard. Je suis apprécié pour ce travail que je fais, mais parfois insulté par mes frères, amis, camarades avec qui j'étais hier, qui étaient des migrants comme moi. Ce sont eux aujourd'hui qui me disent que pourquoi tu t'embrouilles, hein, tu pars où avec toutes ces histoires, Paul Biya n'a rien fait. Je ne sais pas si je peux retomber sur l'audio. Il y avait cet audio ici, je ne sais même plus où j'ai mis cet audio. Je vous aurais mis l'audio, j'ai déjà mis ça ici à plusieurs reprises. C'est important parce que ce ne sont pas les mêmes gens qui sont dans le live. Pour que vous puissiez comprendre jusqu'à quel point les gens sont méchants, qui ne sont pas dans le partage. C'est pour ça que je disais dans l'un de mes lives ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce que je fais. C'est accepter de prendre sur soi, de ne pas aller dans son pays. C'est prendre sur soi, de ne pas faire ce mouvement de va-et-vient, de ne pas marcher n'importe comment, de ne pas aller manger dans n'importe quel restaurant, de ne pas, il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup d'interdictions, d'être menacé même d'ailleurs par son boulot, par ses patrons, d'être menacé par mille et une choses. Pour le combat que je suis en train de mener, j'ai payé. Et je continue encore. Je ne fais que payer pour ce que j'ai pris comme engagement dans ce combat. Et j'irai au bout de mon combat. Mais vous vous rendez compte, ce sont les victimes d'hier qui aujourd'hui me combattent. Donc, j'ai un autre ami, Vitran la puissance, tu connais bien Fus, qui me dit, ah bah j'ai envie de créer un groupe WhatsApp. À l'époque, on était à Fus, ça s'est passé bien entre nous et tout. Non, j'ai envie de reconstituer ce même groupe WhatsApp. Et c'est important que tu sois dans le groupe. Je vais te mettre dans le groupe. J'ai dit, tu sais, moi, les histoires des migrants, je ne suis pas dedans. Les histoires des migrants, j'essaie de... Voilà, Oscar Lewis, il est viré. C'est aussi simple que ça. Il faut bien comprendre. Ils me disent que non, de toute façon... Mon ami là, bon, il me dit, ouais, viens et tout, il faut qu'on reconstitue le groupe entre nous, on va discuter. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord parce que je sais que ça va me poser des problèmes. Déjà, on n'a pas les mêmes valeurs. L'aventure nous a mélangés, on s'est retrouvés accidentellement. Aujourd'hui, je suis en Europe, j'arrive à m'exprimer sur le terrain plat. Chacun prend sa route.
Je ne vois pas quel est l'intérêt pour moi de renouer avec un groupe de gens qui d'ailleurs me rappellent certains mauvais souvenirs. Parce qu'il y avait parmi eux des gens qui me rappellent encore très bien. Tout le monde payait. On était en décembre 2012 pour entrer les premiers convois qui ont commencé à Tanger. On dit chacun donne son argent. Et bien je donne mon argent. Ils me disent que non, attends d'abord. Attends. Ils refusent que j'entre dans le convoi. Ils organisent 2 convois. Mais ils veulent prendre leur groupe entre eux. Ils veulent m'exclure. Si on demande pourquoi tu veux exclure un, partir en Europe seul, on ne peut pas expliquer. Ce sont des gens qui partent, ils arrivent, il y a un convoi qui entre. Malheureusement, le gars qui refusait même que j'entre dans leur convoi, on les a arrêtés, ils ne sont pas entrés. Donc quand je repars dans le groupe, je vais cliquer, je regarde les mêmes visages de l'époque, des gens nocifs, des gens jaloux, aigris, frustrés, qui sont là, chacun veut dans le groupe montrer que oui, d'autres montrent leurs vieilles femmes blanches, ils en sont fiers même. Ils brandissent ça comme un trophée. D'autres montrent leurs enfants métis. Chacun veut montrer, ah, j'ai déjà une voiture. L'autre veut montrer. Quand je regarde, j'ai dit, mais c'est terrible. J'ai du mal à me mélanger aux gens comme ça, en fait. Même si hier, j'étais avec eux. Hein. Mais moi, j'ai une certaine façon de vivre. Je ne vis pas comme ça. Il y a des gens, si tu ne partages pas les mêmes valeurs que moi, j'ai du mal à mélanger certaines choses avec toi. Même si j'aime bien apprendre des autres. Mais je les connais déjà, c'est mon passé. Je les connais, je ne suis plus aujourd'hui migrant. Je suis ex-migrant. C'est mon passé. Même si je l'assume complètement et j'aime bien en parler. Pour sensibiliser. Donc il me met dans le groupe. Je suis généralement quelqu'un qui n'est pas actif dans des groupes. Hein. Groupe WhatsApp, ça me saoule plus qu'autre chose. Quand vous voyez, il y a 5 messages importants, mais 150 autres messages, des gens qui mettent des trucs à la con, qui n'ont parfois rien à voir avec la ligne éditoriale du groupe. Je remarque que je n'ai plus de... Je ne remarque même pas en fait. J'ai le pote qui m'envoie un message en me disant, mon frère, je suis vraiment désolé. J'ai dit, mais il y a encore eu quoi? Oui, en fait, on s'est supprimé du groupe parce que, bon, nous, on n'est pas dans vos choses là. Nous, on a peur qu'on peut infiltrer notre groupe et nous, on sera fiché au Cameroun. On ne pourra plus aller au pays. Nous, on ne veut pas se mélanger avec toi. Donc, voilà les migrants, les victimes du système. Donc, ils complotent entre eux. Ils se passent des coups de téléphone à gauche, à droite. Ils font une réunion au téléphone pour m'exclure du groupe. La raison, c'est quoi? C'est que non, on ne veut pas un combattant dans notre groupe. Même s'il était avec nous, il est arrivé en Europe aujourd'hui, il a pris le mauvais chemin. Nous, on ne veut pas le voir dans notre groupe. Je vous mets le voice hein, pour que les gens écoutent. Peut-être quand il dit ici que je suis combattu par des migrants qui étaient avec moi hier. Ce sont eux qui me combattent. Il y en a même que s'ils voient le poison, ils vont mettre dans ma bière. Bon, je ne suis pas un buveur. Il y en a, ils vont me tuer. Quand ils voient mes vidéos passer à TV5 Monde, ils peuvent mourir. Que merde, le gars là veut me montrer quoi? Merde, le gars là, il est interviewé par qui? TV5 Monde. Denise Potter, il voit, je parle RFI France 24, je parle de mon livre, je parle de mon histoire. Et il voit que j'ai capitalisé sur ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, le livre est en vente. Dans leur tête, c'est que en vendant ça, je suis devenu millionnaire. Alors que là, pour mes assiettes. Je lave toujours mes assiettes. Je me jongle. Je pars, agent de sécurité incendie. On donne ici, deuxième boulot. On m'appelle, c'est les assiettes lavées. Je lave. Je n'ai pas de problème. Je gagne ma vie honnêtement au moins. Évidemment, Gervais, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Ça ne me pose aucun souci. Évidemment. C'est les mêmes gens, tu les connais très bien, les groupes des gens de... Donc, voilà. Il faut bien écouter. Hein. Il faut m'excuser beaucoup à Kamit, la Cité. Les gars dans le groupe là, ils ont peur quoi, ils ont peur des retours et tout. Donc, ils ont été unanimes là-bas, ils ont décidé. Pour moi, je n'ai pas de problème, je m'en fous. Donc, pour moi, je n'ai pas de problème avec ce que tu fais et tout. Mais ça dépend que moi tu restes et tout. Mais les gars ont décidé autrement. Ils ont peur, ils ont franchement peur. Ils ne veulent pas être fichés et tout et tout. Alors, franchement, il ne sait pas, tu vas vraiment m'excuser. Quand je vous parle des migrants, il y a d'autres qui disent que si le migrant même
stock même chez vous, même si c'est un frère, pardon, loué quelque part, vous lui donnez l'argent tous les mois et qu'il vive là-bas, qu'il ne vienne pas se mélanger parce que les migrants là sont dangereux. Tous ne sont pas dangereux, mais la plupart quand même que j'ai connus, il y a des pourritures en aventure. Il y a beaucoup de pourritures. Des gens avec des mentalités. C'est pour ça que j'ai dit, même si j'ai été là-bas, ce n'était pas mon milieu, ce n'était pas mon monde. Je ne suis pas dans leurs histoires. Je vis ma vie à côté. Que ça plaise aux gens ou pas, j'en ai strictement rien à foutre. Je ne fais rien pour plaire aux gens. Donc, si vous voyez, regardez la situation du pays, regardez comment les choses se passent. Quand ils disent qu'ils ne veulent pas être fichés, que d'autres même parmi qui parlent sont sans papier. Donc, si on mettait même l'avion, on disait que partez. Ils ne vont jamais aller. Ils n'ont pas de papier. Mais ils sont les gars, non, nous on a peur, nous, on ne veut pas nous être fichés, nous on a notre vie, chacun a sa vie et tout. Je n'ai pas demandé à être dans quoi que ce soit. Le mec qui parle, je protège son identité. C'est parce que c'est lui qui m'a invité. Il m'a dit, je te mets dedans. Mais moi, j'ai refusé. À plusieurs reprises, j'ai refusé. Il a dit, bon, je te mets quand même. Si ça ne te plaît pas, après, tu peux ressortir. J'en ai strictement rien à foutre. Pour vous dire jusqu'à quel point. Jusqu'à quel point. La communauté malienne à côté, quand on partait dans des chocs, ils sont 1000, 1500. Ils disent c'est tout le monde. Ingeta, ils s'en vont. Qui qu'on trouve en face, ils vont tenter de détruire pour passer, aller en Europe. Et c'est tout le monde qui part. Mais dans la communauté camerounaise, si tu n'es pas vigilant, dans la communauté camerounaise, tu dors avec ton propre pote avec qui en journée. Vous avez mangé du pain sec, vous avez souffert ensemble toute la journée pour avoir 2-3 dirhams pour trouver un truc à manger. Oui, beaucoup ont été hébergés chez les frères, ils ont arraché les femmes des frères, mais bon, tous les migrants sont pas pareils. Par exemple, moi, je suis arrivé, quand j'étais en bas, la tour Montparnasse, je savais même pas où aller, j'étais complètement... J'avais quelques rares contacts, j'avais appelé, j'ai dit, je suis dans la rue, on est en plein mois de novembre, il fait froid, je connais personne ici, j'appelle, on me dit, bah non, il n'y a pas de place chez moi. Non, chez moi c'est trop serré. Quand je rappelle même pour me répondre direct. Il y avait mon petit téléphone là et j'avais une carte Lika mobile que j'avais acheté d'ailleurs à Bordeaux et j'ai mis dedans, j'avais un peu de crédit de temps en temps et voilà, j'appelle le 115 fatigué. 4 heures d'attente, on me dit, après 4 heures d'attente, on me rappelle pour me dire, vous êtes un homme, débrouillez-vous, nous donnons la priorité aux femmes et aux enfants. Je me débrouille, je cherche mes cartons, mais quand j'ai appelé, on m'a dit, bon, ok, il y a un membre de la famille qui est quelque part là-bas, on ne sait jamais, même si c'est la famille éloignée, tu ne l'as jamais vu, il est parti en Europe, j'étais encore très petit et tout. Ça, c'est un tonton, on ne sait jamais. Contacte-le, bon, je l'appelle, je dis, bon, voilà, je suis dans la rue. Et c'est très difficile. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Ne saute pas le métro. Là où tu es, est-ce que tu as 2 € pour payer un ticket? J'ai dit oui. Il dit, paye, retrouve-moi à porte de Clignancourt. Il m'a porté dans sa voiture. Il m'a amené chez lui. Il m'a dit, ma maison, c'est ta maison. Désormais, tiens les clés. Je te donne le peu de temps qu'il te faudra pour que tu puisses te remettre et tout, et après, si tu veux... Même quand je quittais sa maison, c'était une guerre. C'était une guerre. Dis que tu ne pars pas. Tu restes chez moi. Tu es mon fils. Jusqu'aujourd'hui, je l'appelle toujours papa. Papa, il dit non, dis tonton. Je dis non, c'est papa. C'est une très belle histoire et je raconte tout ça dans le livre. Je lui rends hommage. Partout où je pars avec lui, même beaucoup ne savent pas que lui, il m'a pris dans la rue. Quand je pars n'importe où, on dit que voilà le fils de... voilà le fils de Danji. Voilà le fils de Danji. Mais si les gens savaient, il y a beaucoup qui ne savent pas. C'est parce que je suis ce que je suis. Je sors, je vais faire mes petits jobs, je me bats, je suis honnête, je suis bien. Ils rentrent le soir, la maison elle est propre. Si je vais sortir, je préviens, j'envoie un SMS, je reviens. Quand vous êtes normal, vous vivez une vie normale avec des gens, il n'y a pas de raison, c'est parce qu'il y a tellement de pourriture. Vous arrivez chez les gens, on donne la main, vous prenez le bras,
On donne tout, vous faites le désordre partout. Et là, on va dire tous les migrants, ils sont pareils. C'est pas pareil. J'ai finalement vécu 1 an et demi chez lui, même le jour que je vous disais que non. Il faut que je parte, il me disait que... D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours le double des clés. C'est quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a dit non, tu restes plus là-bas, tu déménages. Je viens donc habiter chez ma femme. Jusque-là, moi, j'ai toujours les clés. Il me dit, si ta tête chauffe même un peu, tu reviens à la maison. C'est chez toi. Mais il y a des migrants, ils arrivent, ils font tout et n'importe quoi. Je raconte, il y a des petites anecdotes. C'est avec ces anecdotes-là, en fait, que j'ai beaucoup enrichi mon livre. J'ai enrichi le livre avec toutes ces anecdotes, en fait. Non, je ne dirais pas que la communauté camerounaise, c'est les bassards, les mauvais grains, non. Sans la langue de bois, c'est vrai que ce sont les bassards qui ont gâté le nom du Cameroun dehors. Quelque part, oui. Mais ça, c'était aussi avant. Quelque part, oui. Parce que s'il faut dire les choses telles qu'elles sont, et non fait dans la langue de bois, en aventure, il faut reconnaître que... Désolé, hein. En aventure, il faut reconnaître que la plupart quand même des Camerounais, il y a beaucoup de bassards aventuriers. Même entre nous, souvent quand on voulait rigoler, on disait que même le chef du village bassard a quitté le village. Les bassards, en fait, partout, vous allez voir, la plupart, c'est les bassards et tout. Si vous voulez en savoir plus et tout, il y a le bouquin, il y a tout les raconté à l'intérieur. Il y avait, voilà, des bassards et tout. Mais il y a aussi beaucoup de Bamileke. Ce qui n'était pas chose possible avant. Parce que même les vieux aventuriers, vous allez toujours voir, c'était des bassards et tout. Mais non, les Bamileke sont devenus très nombreux. D'ailleurs, même ils sont plus nombreux aujourd'hui. Majoritairement Bafam et Bangante. Il faut aussi préciser. Bafam, Bangante, beaucoup. Vous allez voir rarement les Tchambou, les Bouddha dans ces choses-là. Ou un Badjounet, c'est un peu rare. Le Bafoussam, tout ça. Il y a des baleines aussi. Les baleines, bon, en fait, j'en parle beaucoup dans le livre. Donc oui, on est arrivé dans la ville de Taorit. Il y a une ville, vers l'est si vous voulez, à côté de la ville de Oujda. Il y a une ville à l'époque qu'on appelait Taorit. C'est une ville en fait des aventuriers si vous voulez. Il y a même beaucoup d'enfants qui sont partis de cette ville-là, qui sont en Europe, beaucoup qui sont morts dans la mer. C'est une ville très très accueillante. Quand on est arrivé là-bas au début, mais c'était une ville mais tellement accueillante que quand tout le monde en est arrivé là-bas, nous on ne voulait même plus partir. C'était tellement bien. Les vendredis, c'était spécial couscous. Des mamans sortaient de partout, elles préparent. Elle peut tuer une chèvre, elle peut faire des trucs, elle cuisine pour venir donner aux migrants. On arrivait souvent dans la gare comme ça, il y a peut-être 1000 personnes qui débarquent. C'était un spectacle. Pourtant, la ville n'était pas une très grande ville. Hein. Vous allez, il y a la gare de train, il y a des Noirs partout. Et il y avait surtout beaucoup de Camerounais. Les gens étaient, ils disaient, mais c'est pas possible. Des gens, ils nous apportaient de l'eau, ils apportent du thé, ils apportent du pain, ils apportent à manger. Ils étaient, non, ils étaient gentils, ils étaient ouverts. On n'a jamais eu de souci avec eux, on vivait bien. Après, il y a des trucs qui ont commencé. Même les policiers, quand ils venaient nous chasser, les populations sortaient pour dire laissez-les. Ils ne vous ont rien fait. Bon, les Camerounais ont commencé avec le vol. Il ne comprend pas qu'il est en aventure et qu'il doit se battre pour aller en avant, pour aller en bain. Tu es sorti chercher quoi? L'Europe. Concentre-toi, tu pars en Europe. Maintenant, ils voient les petites filles passer au quartier, ils interpellent. Tu es sale, tu n'es même pas propre. Les enfants des gens, vous commencez à interpeller les petites filles dans les rues. Les affaires de prostitution ont commencé entre nous-mêmes Camerounais. Prostitution, vente d'alcool dans un pays où ils disent c'est interdit. Bon, même s'il y a beaucoup de sous là, mais tu n'es pas chez toi. On crée des ngandas où les gens viennent, ils dansent, nos filles marchent avec des petits jupes au quartier. Vous êtes dans un pays, respectez le pays des gens. Et tout ça, c'était des Camerounais, c'était pas les Maliens sont là, ils sont tranquilles, n'ont jamais embêté quelqu'un. Vous partez, vous allez voir. Mais entre les Camerounais, c'était toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Et donc, il y a eu un braquage. Quelques gars, bah ça, bon.
qui sont allés braquer. Je ne dirais pas que tous les Bassa sont comme ça. Mais il y avait quand même beaucoup de Bassa en aventure qui sortaient aussi des quartiers difficiles de Douala. D'autres sortaient des DA et tout ça. Bon, ils font ce qu'ils ont à faire. Des braquages, des problèmes du fait. Oh, je vais fabriquer des millions et tout. L'arabe croit, il donne l'argent, il part avec et le lendemain, boum, il revient à la gare, il y a 1000 noirs. Il ne sait plus quel est le noir à qui il a donné l'argent. Il sort le couteau pour les règlements de compte. Il y a eu des trucs comme ça, beaucoup, et puis voilà. Après, je ne parlerai pas, je ne dirais pas que non, les Bassa sont... Mais ils étaient quand même très nombreux. Je ne sais pas si c'est pareil aujourd'hui, mais oui, je crois que j'ai encore beaucoup de potes là-bas avec qui je discute souvent. Donc, c'était l'instant promo du livre. Et le live tire à sa fin. Donc, passez vos commandes. Et dans la cagnotte, essayez de mettre quelque chose. 22 € pour ceux qui sont en France et 29 € pour ceux qui sont à l'étranger. C'est les frais compris. Hein. Il suffit juste de m'envoyer l'adresse et puis je me charge de vous l'envoyer à partir de demain déjà. Il faut déjà que je vérifie s'il y a eu au moins un achat quand même. Et tous ceux qui ont passé leurs commandes ont été livrés. Hein. Donc, aujourd'hui, en plus, j'étais à la poste encore pour envoyer. Donc, instant promo, depuis que je parle, même pas 1 € dedans. Ah, vous aussi. Bon, instant promo du livre, instant promo, voilà. Il dit bien, pour ceux qui sont en France, c'est 22 €. 22 avec les frais compris de 7 €. Ceux qui sont à l'étranger, vous mettez 29 €. Canada, peu importe, on s'en fout. États-Unis, vous mettez, le livre va arriver. J'envoie même jusqu'à Dubaï. J'envoie un peu partout, voilà. Donc j'attends. Là, je vais rentrer dans l'activité, voir s'il y a peut-être quelqu'un qui a mis quelque chose. Instant promo. Je vous ai lu deux petites parties du livre récemment. Toute petite partie, je crois, c'était 5-6 lignes. Voilà, c'était pour répondre à quelqu'un. Et j'ai puisé quelques éléments à l'intérieur. Le livre fait 244 pages, avec des images d'ailleurs à l'intérieur, avec tout le nécessaire. Donc, instant promo, on continue, ne serait-ce que le premier achat. J'attends toujours, il n'y a pas d'achat jusqu'à présent. Donc, dans un premier temps, je crois que j'ai abordé tous les sujets. La situation au Tchad est en train d'évoluer et de toute façon, ils payeront. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de comprendre au Cameroun d'ici ces derniers temps. J'ai suivi un live la dernière fois, une partie découpée d'ailleurs d'un live où j'ai entendu certaines femmes qui prônaient la haine et l'assassinat des Bamileke. Chantal Aïssi dit que même si elle rencontre Kamwa la Panthère, ça lui ferait bien plaisir de boire un verre de vin avec lui, alors que cette dame a passé tout son temps ici sur la toile à appeler au massacre, au génocide des Bamileke. Donc, je pense peut-être, quand vous lisez, vous écoutez aujourd'hui les Juniors Zogo dans leur discours, ils ont évolué, beaucoup ont commencé à comprendre. De toutes les façons, nous voulons bâtir un Cameroun nouveau, où chacun aura sa place. Ça ne sera pas le Cameroun des règlements de compte si les gens ont peur qu'à l'époque ils soutenaient Bia ou à l'époque ils avaient appelé au génocide des Bamileke. Rassurez-vous, les Bamileke sont des gens pacifistes. C'est un peuple à la base qui n'aime pas les histoires. Donc même si il y a souvent des auras, c'est parce qu'il y a une nouvelle génération qui monte en puissance et qui ne veut plus se laisser écraser comme on écrasait nos ancêtres. Oui, Wayne Shop, Bani, bon, c'est toi qui le dis. C'est ton expérience. Mais moi, en aventure, j'ai connu des Bassa merveilleux. Moi, j'ai mon meilleur pote d'ailleurs, qui est Bassa et tout. Je l'ai connu à Tamaracet en 2011. Voilà.
C'est chacun son histoire, chacun son parcours. On continue, hein. Je rappelle que je continue la promotion du livre, même comme jusqu'à présent. Il n'a même pas encore vendu un seul. 150 personnes encore en ligne. Et ok, vous aussi faites l'effort quand même. Ceux qui me disaient la dernière fois, oui, nous voulons, ouais, je veux ton livre, je veux ton livre. Passez vos commandes. Hein. Donc, le règlement de compte va se faire au chat. Ça va même d'ailleurs commencer. Et tous ces gens-là payeront un à un. Je vais finir avec un point essentiel. Pourquoi j'ai mis dictateur despote dans la description, du moins dans les petits titres que j'ai mis? J'ai mis dictateur despote. Pourquoi je rajoute despote? Parce que je suis de ceux qui pensent que, oui, il y a des dictatures. La dictature, ce n'est pas une bonne chose. Oui, il faut l'alternance au pouvoir. Je suis d'accord pour tout ça. Mais on ne fait pas l'alternance pour le simple but de faire l'alternance. Même si je suis d'accord que oui, qu'il y ait l'alternance. Mais je pense que si on a pour la première fois la chance d'avoir un président patriote, travailleur, qui sécurise le pays, qui offre des emplois, qui crée des écoles, des hôpitaux, des routes, qui assainit le pays, qui crée des infrastructures, qui crée des villes nouvelles. Si le peuple est satisfait avec ce président, il peut aller au-delà de 2 mandats, si on prend le quinquennat ou même le septennat. Il peut aller au-delà de 2 mandats pour atteindre un objectif bien précis, fixer un cap. Il y a des dictateurs, despotes, qui sont là pour détruire tout ce qu'on a bâti. Ahidjo était un dictateur. Mais si on retire le fait qu'il ait été au pouvoir au moment où on massacrait des centaines de milliers de Camerounais sous ses ordres, sur ordre d'Ahidjo, si on retire ce fait-là, il a été un bon président et un bon gestionnaire. C'est à son époque que pratiquement, même s'il y a eu les bases, les jalons ont été posés toujours par des Occidentaux, comme la plupart des pays africains et autres, les bases ont été posées par des Occidentaux. Il ne faut pas mentir là-dessus. Le Cameroun actuel, le Togo actuel, le Tchad et tout ce que voilà, ce sont plus ou moins des créations occidentales. Avant, on n'avait pas des pays. Avant, on avait des royaumes, on avait des empires qui étaient super structurés, très bien structurés, mais ils sont venus détruire ce système pour imposer le leur. Donc, il est important de rappeler ça. Il y a des despotes, c'est le cas d'Idriss Déby, c'est le cas de Paul Biya, c'est le cas des Bongo, qui sont des joyeux lurons, qui sont des émotifs, qui sont des gens intéressés voilà, par le luxe, comme sa sœur d'ailleurs, Pascaline Bongo, l'ex, pour beaucoup qui ne savent pas, c'était l'ex-femme, elle sortait avec le Buffalo Soldier. Donc, le plus grand reggaeman de tous les temps, Bob Marley, c'était sa copine. Ils ont même failli se marier. Les Bongo, le Bongo qui fait venir sa femme, le nom m'échappe, celle qui faisait, qui passait la commande en Occident des neiges. On faisait mettre la neige au palais pour son plaisir. C'est le cas des despotes comme Paul Biya, Vol Biya. C'est le cas des despotes, ils sont nombreux en Afrique, des despotes. Mais il y a des gens, même si je pense qu'aujourd'hui la Guinée équatoriale avait à peine 2,5 millions d'habitants, avec toutes ces richesses et tout, les populations sont un peu pauvres, d'autres s'en sortent un peu. Quelqu'un comme à côté, comme Obiangema, n'est pas souvent trop attaqué. Parce que Obiangema, malgré il a 42 ans déjà au pouvoir, Obiangema a bâti son pays. Il a construit son pays. Moi, quand j'étais au pays à l'époque, moi, j'aimais leur chaîne là, qu'on appelait TVGE, là, Télévision Guinée équatoriale. Juste seulement pour la qualité de l'image. J'adorais leur chaîne. Et ils montraient Mongomo, ils montraient Bata, ils montraient les villes de chez eux, mais c'est propre, c'est beau, ils ont cette chose. Il aurait pu faire beaucoup plus que ça. Son fils a contribué à ternir son image
avec des millions qu'il dépensait partout à l'étranger et tout. Mais ça reste un très bon président. C'est pas pour rien que les Occidentaux font tout pour le chasser et pardon, récupérer le pétrole et tout ce qu'il y a comme richesse là-bas. Kagame est un dictateur. Mais Kagame, en même temps, c'est un bâtisseur. Après, il y a l'affaire du Congo, qui serait à l'origine des millions de morts au Congo. Reste à vérifier. Mais s'il est véritablement impliqué, je sais qu'il y a quand même une exploitation du Congo par le Rwanda et le Canada interposés. Même si, quelque part, oui, ce sont toujours des images françaises. Hein. Moi, je mets un gros doute là-dessus souvent. Il y a beaucoup de choses qui se passent et les Français étant jaloux aujourd'hui, parce que jaloux de la Chine, jaloux de perdre ce précaré, là, ils sont en train de le perdre. Aujourd'hui, ils font des campagnes de sabotage contre les Chinois, les Turcs, les Japonais et tous les nouveaux acteurs qui sont en train de venir en Afrique. Les Russes également. Il y a beaucoup de présidents. On ne va pas dire que Kadhafi, en 42 ans, n'a pas bâti la Libye. La Libye était un paradis au moment où il partait. Un paradis pour les Libyens. Le roi du Maroc, c'est une royauté. Bon, il n'y a pas de truc, mais quand vous regardez le roi arrivé en 99, on est en 2021. Si vous regardez ce que ce monsieur a fait du Maroc, il a complètement transformé le pays. Pourquoi on se séparerait de quelqu'un comme lui pour mettre quelqu'un feignant au pouvoir? Parce qu'il faut juste l'alternance. Si l'alternance, ça fait retourner le pays 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, on aurait perdu ce temps-là pour rien. Parce qu'il y a un président qui est assis, il y a des présidents qui arrivent, ils bâtissent tout le pays, ils font tout. Et il y a un feignant qui arrive, qui fait reculer le pays. C'est-à-dire tous les contrats. On avait refusé les bases, l'ancien président avait refusé qu'il y ait des bases militaires. Il signe le contrat, il mettait une base militaire. L'ancien président avait construit des écoles. Il avait fait ci, il avait fait ça, il avait fait. Le nouveau vient et dit de toute façon, la priorité c'est moi, ma famille et mon luxe. Allez construire une grande ceci, allez construire des châteaux pour moi. Il finance, il prend l'argent du pétrole et autres. Avant, on prenait 40%. Lui, il vient et dit, c'est pas grave, même si vous donnez 10%, je vais... Il n'y a pas, on ne dit pas l'alternance pour le simple but de changer à la tête du pouvoir certaines personnes. Quand vous voyez les pays comme la France et autres, l'Europe, en général, ils sont développés, c'est parce ce sont des vieilles démocraties. Même si je mets encore démocratie entre guillemets, mais c'est des gens quand même qui ont cette longue expérience de ce que c'est que la démocratie. Nous, les Africains, nous ne comprenons même pas ce que c'est que cette démocratie. On prononce juste démocratie, droits de l'homme et toutes ces histoires. Bon, démocratie, je vais dire, alternance, des choses comme ça qu'on prononce, restructuration, ils ont des trucs à la con qui sortent, mais nous, on ne maîtrise pas, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est des trucs purement occidentaux. Et ce sont ceux qui savent les ingrédients qu'ils ont mis dedans. Avec le temps, certainement, ça viendra. Il y a pour moi des dictateurs qui ont très bien travaillé. Il y a des dictateurs qui ont bâti, qui ont développé leur pays. Voilà. C'est pour ça que j'ai bien précisé despote. Parce qu'il y a une dictature positive, il y a des dictatures éclairées. La plupart des pays d'Europe qui se sont développés, c'était avec des dictateurs. Hein. De Gaulle, c'était un dictateur. Hein. Ils sont nombreux qui ont volé les élections partout, qui ont bourré les urnes, qui ont fait des conneries pour avoir le pouvoir. Ils ont développé. Mais il y a ceux qui sont arrivés légalement au pouvoir. En 1936, je crois, Adolf Hitler prend le pouvoir, il est voté. Hein. Il est élu démocratiquement. Mais c'est lui qui a conduit l'Allemagne après. Il a fait près de 80 millions de morts dans le monde. Il a fait des millions de morts. Bon, on va finir maintenant avec la vente. J'espère maintenant avoir vendu au moins un livre. Instant promo et je finis le live. Donc acheter. J'attends au moins le premier achat. Voilà. S'il y a ceux peut-être qui utilisent le même téléphone et qui ne peuvent pas le faire en même temps que je suis en train de faire le live, vous pouvez le faire juste après. Parce que quand je vais arrêter le live, vous cliquez sur le PayPal. Pas obligé d'avoir le PayPal. Hein. Je crois que si vous avez votre compte et vous avez le nécessaire,
Il suffit juste de cliquer sur tout est enregistré, je crois. Vous pouvez faire l'achat directement en cliquant sur le lien. J'espère que vous pourriez le faire. Donc, effectuez votre achat. Je suis en train d'attendre. Et effectuez votre achat. Effectuez votre achat. Le livre est en vente. C'est 15 € prix du livre pour ceux qui sont en France. 7 € frais de port. Directement, vous recevez dans votre boîte aux lettres. Ça fait 22 € et ceux qui sont à l'étranger, vous mettez 29 € et vous recevez sous 48 heures dans la boîte aux lettres. Passez votre commande. Voilà, j'espère avoir abordé tous les petits sujets que je voulais aborder ce soir et je voudrais interpeller les uns et les autres, même si on est des camarades. J'espère qu'ils écouteront ces messages. Même si on est des camarades combattants, même si on a les mêmes avis sur certains points, je ne suis pas pour que si on s'attaque, par exemple, aux camarades avec qui on est en désaccord, oui, je parle presque anglais, un anglais basique si tu veux. Je ne suis pas d'accord qu'on s'attaque aux camarades combattants sur des choses qui, pour moi, sont des choses inacceptables. J'interpelle encore ceux-là parce que j'ai vu il y a quelques qui sont dans le live. Vous ne pouvez pas attaquer des gens sur leur famille. Vous ne pouvez pas attaquer des gens parce que vous ne vous entendez pas. Vous les attaquez sur des trucs qui n'ont, pour moi, attaqué sur leurs parents qui sont morts, comme j'ai vu récemment, attaquer sur les parents qui sont morts. Pour moi, c'est des trucs qui sont insupportables. Il y a vu d'autres s'attaquer sur l'état de santé des gens. Pour moi, c'est des choses que je ne supporte pas. Vous n'allez pas me voir verser dans ce genre de choses. Même si je ne suis pas d'accord avec les gens, vous n'allez pas me voir les attaquer sur leur... Ah, il dit qu'il est Camerounais ou elle dit qu'elle est Camerounaise, mais elle ne l'est pas, c'est des faux, c'est des si. Sur la nationalité, moi, je connais un peu l'histoire de mon continent et l'expérience a prouvé que ce n'est pas forcément celui du pays où né et grandi là-bas de père et de mère de tel pays qui fait forcément le miracle. On a vu des gens partis. D'ailleurs, le père de l'indépendance de la Zambie, Kenneth Kaunda, il est du Malawi, il est venu là-bas petit, il est arrivé là-bas. Donc il y a beaucoup de choses en Afrique. Il y a beaucoup d'ailleurs dans l'histoire du monde, mais si on veut se baser plus sur ce qui s'est passé en Afrique, il y a eu plusieurs cas. On peut être de tel pays et aller faire de l'autre côté des choses merveilleuses. J'aurais pu vous en parler encore longuement, mais là, je suis à la fin du live. S'attaquer à des trucs pour moi qui sont l'état de santé, s'attaquer aux parents qui sont par exemple morts, des choses comme ça, je trouve ça insupportable. Même si vous voulez argumenter, même si vous voulez dénoncer quelque chose, vous n'êtes pas obligé de verser dans la vulgarité, en insultant, en traitant de fou, en traitant de ceci, en traitant de cela. Je pense qu'il faut, à un certain moment, arrêter ça. Quand vous faites ça, même si vous aviez raison, les gens ne prendront pas en compte ce que vous avez dit et ne vous respecteront pas parce que vous voulez dire une chose. Peut-être même que vous avez raison, mais dans la façon de parler, vous agressez les gens au point où vous attaquez à leur famille, vous attaquez à leur, je sais pas, leur sexualité, vous vous attaquez à mille et une choses. C'est des choses à ne pas faire de toute façon. Donc, je suis pour qu'on soit plus pertinent. C'est pour ça que moi, je dis toujours, même si je fais du Congo-ça de temps en temps, certains peuvent considérer ça comme ça. Mais moi, je suis toujours dans la communication, je suis dans la pédagogie, je suis également dans la transmission, même si je dis certaines choses, j'ai généralement des preuves de ce que je dis. Je ne suis pas parfait moi-même, mais il faut de plus en plus, voilà, être dans la qualité plutôt que dans la vulgarité. C'est le mot de la fin. Bon, j'ai assez parlé comme ça depuis qu'il ne parle même pas un livre. Ah non, moi j'arrête le live. Moi, je suis énervé. Bon,
Alors, il y avait... Non, c'est bon. Il n'y avait pas de dernier truc à préciser. Voilà, c'est bon. Il est peut-être minuit, je pense. Peut-être plus, hein. Quelle heure? Hop. Ah, 1h du mat. Ouh là là. Bon. Voilà, merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. Il y a... J'arrive pas à tomber sur les profils. C'est quelle fille que je vois qui est jolie comme ça. Et allez. Attends, je clique un peu dessus, on ne sait jamais. Pourquoi son nom ne sort pas? Moi, je veux juste lui dire bonjour, hein. C'est pas compliqué. Je vais tomber dessus. Marie Faye, tu dis que c'est toi. C'est moi seul qui sais. Oh, moi, je suis marié. Qui a dit ça? Non, qui a dit ça? Moi, je suis marié, moi. Donc, on ne peut plus apprécier ici dehors. Quand on ne dit pas que nos sœurs sont belles, on dit que wow, vous n'aimez pas apprécier vos sœurs. Bon, même quand on apprécie maintenant, on dit que wow. Ça, si ta sœur est belle, tu dis qu'elle est belle. Le problème, c'est encore où? Vous ne savez pas que les gens se marient sur Facebook. Il y a beaucoup là qui ont trouvé leur bonheur ici, hein, si vous ne saviez pas. Et mon pote, il a rencontré sa femme sur Facebook. Ils sont mariés aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'enfants. Allez. Très bonne soirée et merci à vous qui avez pris le temps de regarder. Je ne sais pas si c'est les bougies qu'elle a devant son profil ou c'est encore quoi. Je ne sais pas si je reconnais le visage ou pas. Je vais juste lui dire bonjour, c'est tout.